Merci. Merci Mélanie. Bon, donc je suis ravie de te retrouver Sabrina pour cet échange autour de ton dernier roman. Donc un développement très personnel, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc avant de démarrer, je voulais simplement remercier l'association Mieux-être Normandie pour tout le travail autour de ce salon 100% virtuel. Et merci tout particulièrement à Karine, parce que c'est un sacré défi de monter un salon en si peu de temps. Et ça nous permet, nous, en tous les cas, de prolonger des échanges qu'on aurait dû faire à Ouistreham avec Sabrina en direct. Mais on a quand même la chance de te voir, Sabrina. Oui, bonjour Valérie et merci pour cette invitation et merci aussi voilà, cette association Mieux-être en Normandie, parce que ça permet en effet de pouvoir échanger, d'échanger avec les lecteurs aussi, c'est ce qui me manque le plus là. Quand on sort un livre, on a très envie de pouvoir partager avec les lecteurs et pour l'instant, c'est pas possible. Alors, sur ce plan-là, comme c'est un direct, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais tu vas avoir des questions qui vont arriver de tes lecteurs, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont déjà lu ton livre, qui souhaitent en parler avec toi. Après, je pense que ça sera… alors, les questions… Valérie, je précise juste, parce que oui. Voilà. Effectivement, là, il y a les spectateurs les personnes qui vous suivent, qui vous voient à l'écran, donc qui rentrent dans la salle. Eux vont pouvoir poser des questions-réponses. Avec, il y a un petit QR en bas et converser. Donc, ceux qui écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à cet endroit-là. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par toi, Valérie, et vous, Sabrina, vous faites votre présentation, enfin, votre interview comme c'était prévu. Et s'il y a des questions nous, on les garde au chaud, entre guillemets, et on vous les posera, on prendra la parole pour vous lire les questions pour que Sabrina puisse répondre. D'accord, voilà. Très bien. Et préciser et te rassurer un petit peu, tout va très bien se passer. D'accord. Alors, ce que je voudrais poser comme question à Sabrina déjà en premier lieu, c'est Sabrina, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à l'écriture, et notamment avec ce dernier roman. Donc tu as sorti 3 romans et un petit traité. Et voilà, quel est ton parcours en fait? Peux-tu nous raconter un peu tout ça? Alors, même si j'ai toujours aimé écrire, c'est vrai que je n'ai pas débuté par l'écriture, même si j'écrivais pour moi. Voilà. Je suis psychologue de profession, j'ai travaillé en psychologie dans différents domaines. Et puis, pas mal aussi pour les médias, pour la télévision, pour la radio. Voilà, c'est l'orientation que la vie m'a donnée, j'ai envie de dire. Et pour ce premier roman, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Alors, tu m'as demandé de prendre l'exemplaire, il est là, voilà. Oui, Mon premier, la découverte. C'est l'édition de poche. C'est vrai que je voulais transmettre, en fait, au travers de l'écriture, transmettre sur l'âme sœur et transmettre différemment. Et c'est le roman qui s'est imposé parce que je ne me voyais pas du tout écrire justement un essai sur l'âme sœur. Je voulais transmettre par l'émotion. Donc ce livre s'est imposé à moi. Je n'ai pas choisi l'écriture. Ce livre s'est vraiment imposé à moi et tous ceux qui ont suivi se sont imposés à moi. Alors, je dirais qu'en matière d'écriture, je ne choisis pas grand-chose. Voilà, ils arrivent, ces livres. J'ai plutôt l'impression de les recevoir plutôt que de les générer. Donc voilà. Et puis, il y a eu donc après Et que nos âmes reviennent en roman. Et puis le dernier, voilà. Et que nos âmes reviennent, qui est une suite spirituelle, qui n'est pas la suite du premier, mais une suite spirituelle, puisque le premier était sur la lumière, le deuxième est sur l'ombre. C'est vrai. Voilà, ces rencontres de l'ombre. Et puis cet essai, le petit manuel de navigation pour l'âme, parce que ça me semblait important. Et de pouvoir aider aussi ceux qui pratiquent aussi comme moi, quel que soit leur domaine, qui sont dans l'aide, dans le soin. Et ce dernier roman, voilà, qui s'est aussi imposé comme les autres.
Voilà. Un développement. Alors, moi, c'est vrai que je t'ai découverte avec le premier roman. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est un livre qui m'a interpellée. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce livre quand il est sorti, à tel point que j'ai eu beaucoup de mal à repartir sur un autre livre. Mais ça, je t'en ai souvent parlé. C'est vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée. Alors, ce qui m'interpelle, c'est qu'à chaque fois que je lis un de tes romans, la magie opère au niveau de l'écriture. C'est un peu magnétique. Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe entre ton écriture et le lecteur, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de très magnétique dans ton écriture qui fait qu'on est interpellé. Je voulais savoir en fait ce qui t'animait vraiment au plus profond. C'est pas par hasard que dans les trois premiers livres, le terme de d'âme ressort à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui t'anime au plus profond en fait? Est-ce que tu es capable de nous dire voilà. Bon, de la même façon que je travaille dans mon métier de psychologue pour soigner, j'écris pour soigner. Donc, en réalité, quand j'écris, il y a deux processus à l'œuvre qui sont très différents. Il y a une intention de soin. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien les salons, parce que j'aime bien rencontrer les lecteurs. Et souvent, ils me délivrent une partie de leur histoire ou de leur problématique du moment. Et c'est vrai que maintenant, en ayant ces 4 livres devant moi, je peux dire plutôt celui-là alors. Et dans l'idée de plutôt celui-là, c'est celui-là va peut-être vous guider, celui-là va peut-être vous aider. C'est comme si en fait, je pouvais donner une consultation entre guillemets à chaque lecteur en me disant il y a peut-être quelque chose, une phrase, un morceau du livre qui va lui servir. Ce qui m'anime profondément, c'est ça. Voilà. Et je sais que pour être lectrice aussi, il y a certains livres qui m'ont transformée. Il y a des phrases qui sont restées. Et j'ai l'espoir de ça, voilà, dans cette démarche d'écriture. Maintenant, je te remercie pour le côté magnétique, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la première phrase du roman qui vient, avant même qu'il soit écrit, ça vient comme une chanson. Pour moi, l'écriture, c'est comme une musique. Et les mots forment comme une musique et c'est lancinant. C'est comme si on avait un air en tête et toujours le même. Et souvent, c'est la première et la deuxième phrase du roman. Et ça devient tellement persistant que je suis obligée de me mettre devant mon ordinateur pour l'écrire. Et à partir du moment où maintenant j'ai compris, parce qu'au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais à partir du moment où je m'installe devant l'ordinateur, en fait, c'est comme si je tirais un bout de ruban et tout se déroule. Donc, c'est pour ça que je dis que ces livres me sont offerts, parce que c'est comme si l'histoire existait ailleurs et que je tirais le fil, en fait. Mais en aucun cas, je me dis, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. C'est très bizarre, en fait, ce qui se passe. Voilà. Dans tes livres, l'amour a une place prépondérante, mais on sent aussi une forme de souffrance entre ce qui ressort un petit peu dans ces histoires, notamment dans le premier et dans le deuxième. Ce que tu disais, hein, le second a un côté encore plus obscur. Il y a une forme de souffrance. Comment tu peux expliquer ce sentiment qu'on peut avoir en fait en lisant ces romans? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la transformation. Oui. Si j'ai écrit ce dernier roman, justement, c'est parce que ça me semblait important de sortir, si ça s'appelle un développement très personnel, c'est parce qu'il y a aussi une critique du développement personnel. Oui. Voilà. On va y venir. Parce que nous avons chacun nos souffrances et on a souvent tendance à les mettre de côté. Parce qu'il faut être bien, il faut être gai, il faut être happy. Et c'est à mon sens, une grave erreur parce que notre souffrance, elle est porteuse de transformation. Et dans chacun de mes livres, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est la transformation.
comment on part d'une situation qui peut être très douloureuse et on en vit tous dans nos vies, quelle qu'elle soit. Et comment on va transformer ça? Comment on transforme un deuil? Comment on transforme une relation toxique? Comment on transforme une rencontre d'âme sœur qui est si percutante? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Alors, dans le dernier livre, c'est plus comment dire, on va dire. C'est moins porté sur la relation amoureuse, peut-être, dans le dernier. Oui, c'est moins. Tout au moins, c'est pas entre un homme et une femme, bon, sans dévoiler l'histoire, mais on ressent cette souffrance et sur la relation amoureuse dans les deux premiers. Dans le dernier, c'est moins porté là-dessus. L'histoire de Sophia, enfin, tu vas en parler, c'est quand même envers elle-même. Enfin, c'est vraiment un tête-à-tête avec elle-même et sa propre intériorité. Enfin, c'est encore une autre, une autre façon d'aborder la transformation, en fait. C'est ça. Alors, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, du coup, je me disais, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Sophia, un petit peu présenter l'histoire sans trop déflorer le sujet, poser un petit peu les premières briques du roman? Sophia est une coach, coach en développement personnel, voilà, et spirituel d'ailleurs, hein, qui s'est formée à la va-vite, qui va rencontrer un succès avec son premier ouvrage, un succès phénoménal, parce que c'est aussi un livre sur l'ego. Et ce succès va la transporter en réalité et de plus en plus loin d'elle-même. Et puis, elle va tout perdre. Voilà, elle va perdre on peut le dire, hein, son mari s'en va avec, avec toute sa fortune, avec tout ce qu'elle avait construit. Et elle va se retrouver face à elle-même et pour ça, elle va fuir justement, elle va fuir dans un gîte, près de personnes qui l'accueillent. Et elle va se rendre compte que finalement, la spiritualité, le mieux-être ne passe pas par cet ego, par l'argent, par tout ce qu'on peut en faire aussi. Alors, il y a aussi, comment dire, il y a de la tendresse pour elle aussi dès le départ. C'est-à-dire que c'est une femme qui a rencontré, c'est pas une femme méchante, c'est pas une femme mauvaise, mais elle a omis la première étape qui est la connaissance de soi. Voilà. Ouais. C'est vrai que dans ce livre, il porte un regard quand même très critique vis-à-vis de ce milieu, qui est un milieu qui peut être très le milieu du bien-être. C'est comme une contrainte aussi. On porte ça comme une contrainte. Il faut être beau, il faut être heureux, on a ces injonctions tout le temps. C'est vrai que on peut difficilement des fois supporter toute cette contrainte et du coup ce regard que c'est exact le message que tu souhaites transmettre par rapport à ce milieu. C'est pas, il n'y a pas que ça dans ce livre, hein, attention, hein. C'est pas le message unique du livre, mais est-ce qu'il y aurait un message que tu souhaiterais que tu transmets d'ailleurs au travers de ce livre? Mais en fait, c'est le même message aussi qu'il y avait dans le petit manuel de Nadine. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut la spiritualité, elle vient après la connaissance de soi. Oui. Pourquoi? Parce que si on n'est pas descendu dans ces profondeurs, on ne peut pas remonter et on ne peut pas se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Sinon, on se raconte. Or, ce livre est venu aussi parce que je me suis rendu compte que pour certains, il faut. Voilà. Et je me disais, mais non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Le chemin n'est pas celui-là. Alors, chacun a son chemin. Mais sans connaissance de soi à l'intérieur et de sa partie d'ombre aussi. Et de son ego qui se gonfle, comme je le disais dans le petit manuel, comme un dragon. Maintenant, ça, on ne peut pas vraiment se connecter à cette spiritualité qui, justement, est d'autant plus limpide que l'ego se fait petit. Et c'est un travail de tous les instants. Ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, régulièrement, je me dis où je suis là.
Est-ce qu'il y a de l'ego? Où est mon ego? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient me plaquer. Pourquoi là je suis énervée? Pourquoi? Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Donc, cet ego, on en a besoin, bien sûr, voilà, pour vivre, pour exister. Mais on est aussi dans une société beaucoup de l'ego, notamment avec les réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout le travers est là, je dirais. Le travers est là. Et puis, c'est devenu un énorme business. Donc, moi, c'est quelque chose qui me dérange. C'est pour ça que j'avais dit d'ailleurs que les conférences pour ce livre et pour les autres aussi, d'ailleurs, je les souhaitais gratuites. Je ne veux pas, je n'ai rien à vendre, en fait. Je continue mon métier de psychologue. Voilà, je n'ai rien à vendre, à part mon livre, à part ce message. Mais ça, c'est important pour moi. C'est vraiment important. Ce roman, dans ce roman, il y a un message d'espoir, de résilience, puisque on voit le cheminement de Sophia, mais on ressent aussi toute la difficulté, la douleur et la souffrance de redescendre à l'intérieur de soi. Ça nécessite, elle fait c'est pas un travail, je ne sais même pas si on parle de travail, parce que ça ne se fait pas en termes de travail, mais on sent quand même cette descente dans la grotte. Elle ne se fait pas de manière aussi légère, elle se fait de manière douloureuse en fait. Et dans ce livre, on ressent à nouveau cette souffrance que l'humain... Parce qu'on ne peut pas... ça, c'est on ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas faire l'impasse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui se transforment souvent après des épreuves. Parce que chaque épreuve est une opportunité de transformation. Et voilà, donc pour moi, on ne peut pas, quelque part, descendre en soi, voir l'ombre, voir comment on s'est menti. À un moment, on a tous menti. On s'est menti, là, elle s'aperçoit qu'elle s'est menti de A à Z. Elle s'est menti sur son conjoint, elle s'est menti sur sa vie, elle s'est menti sur ce qu'elle pensait de la réussite et finalement qu'il éloignait d'elle. Sur le fait qu'elle s'oubliait, qu'elle se maltraitait aussi. On ne peut pas faire tous ces constats, le sourire aux lèvres, ça n'existe pas. Voilà. Et le chaos, dans le petit manuel, je faisais l'éloge du chaos. Parce que ce chaos-là, il y a d'autres, c'est vrai, mais il est annonciateur, voilà, c'est comme l'orage. Il est annonciateur de quelque chose voilà, de l'ordre de la transformation. Quand on arrive à le dépasser. Et c'est pour ça que j'écris, parce que c'est ça soigner, c'est amener l'autre vers sa transformation à lui, quelle qu'elle soit. Quand j'ai lu ce roman, bon, il y a la crise que nous traversons en ce moment n'était pas à l'ordre du jour, mais je trouve qu'il y a un énorme parallèle entre ton livre et ce que nous traversons actuellement. Et voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à cette situation de confinement, toi qui as le regard de psychologue. On vit l'effondrement aujourd'hui. On vit un effondrement. Alors peut-être tous à des degrés divers, mais Sophia a son propre cheminement. Mais en ce moment, on est en train, nous aussi, de revisiter. Alors peut-être pas en ce moment, mais on sera de toute façon amené à revisiter notre vie. Comment tu vois ce qu'on est en train de vivre en ce moment en faisant le parallèle avec ce roman-là la dernière phrase de l'introduction du livre, c'est « Voici venu le temps de toutes les vérités ». Et en effet, il est sorti une semaine avant le confinement. Ouais. Et ce confinement en a obligé un certain nombre justement, alors pas tout le monde, mais ceux qui avaient un pied déjà enclenché à aller plus loin. Parce que qui sommes-nous lorsque nous n'avons plus de sollicitations extérieures, ou très peu? Parce qu'au début, tout le monde faisait des vidéoconférences. C'est tari, ça aussi. Les gens se sont lassés petit à petit. Qui sommes-nous lorsqu'on n'a plus de sollicitations, lorsqu'on est vu presque de personnes, seulement de sa famille. Et ça, c'est intéressant, parce que ça a révélé beaucoup de choses. Alors, il y a ceux qui, justement, ont fait des chats tous les jours, voir des photos, des selfies, des vidéos. Ils avaient besoin d'exister dans le regard de l'autre. C'est très intéressant. D'autres, au contraire, se sont
voilà, un peu claquemuré en disant c'est un moment pour moi. Alors bien sûr, ça dépend aussi beaucoup des ressources psychologiques que l'on peut avoir. Le confinement est une période difficile psychologiquement, quand il n'y a pas de ressources, quand on est seul, quand on est dans une certaine solitude. Et le déconfinement sera tout aussi difficile. Tout changement est difficile. Tout changement est compliqué. Donc, je crois que je t'ai perdu. Ah, ça y est, t'es revenu. J'ai l'impression. Et je suis là. Donc, en effet, c'est un révélateur, en fait. C'est un révélateur, comme tous les traumatismes. C'est un révélateur de nos personnalités, ceux qui vont aider, ceux qui vont en profiter. Voilà, c'est un révélateur de notre personnalité. Et à ce titre, je trouve ça assez intéressant. Et pour certains, en effet, ça sera précurseur d'un changement. On ne peut pas parler encore de résilience pour l'instant, c'est peut-être un peu précoce, on est en plein dans la descente encore, je pense. Enfin, je dirais pour l'instant, on descend encore. Hein. Je lisais un article à Boris Cyrulnik qui parlait plutôt pour l'instant de dégâts psychologiques que de résilience pour certains. Parce que comme tu disais, le confinement ne se passe pas de la même manière pour certains et pour d'autres. Mais pour des personnes qui sont démunies, c'est un véritable tsunami psychologique. Alors, pas dans le même ordre que Sophia l'a vécu dans sa vie, mais ça reste quand même un tsunami et tout le monde n'est pas apte à remonter. Donc, Sophia, dans son livre, elle a quand même cette résilience et elle est épaulée, alors ce qu'on va voir tout à l'heure, par des personnages que tu as choisis délibérément. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont dans des qui connaissent des dégâts psychologiques, qu'est-ce que tu leur conseilles? Comment aider toutes ces personnes qui vont y laisser quand même, qui vont sûrement avoir un effet post-traumatique, je pense, hein, quand même. Un effet post-traumatique. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de conseil général parce que ce serait encore une fois biaisé, puisque on n'est pas tous. Ce que j'avais écrit dans le petit manuel de navigation pour l'âme, c'est que on a notre livre à la main. En fait, la vie est une école et on n'a pas tous le même livre, on n'est pas tous le même et donc ça va être très différent. Évidemment, il y a des personnes en grande fragilité psychique qui vont avoir besoin de consulter aussi et de voir de médication. On sait aussi qu'il y a une problématique autour de la maladie psychique même. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui confinées. Et voilà, ce sont des situations explosives que déjà les psychiatres ont bien du mal à contenir. Pour d'autres, bien sûr, ça va être un traumatisme, mais le traumatisme, comment ils vont le dépasser? Pour certains, alors, comment on dépasse un traumatisme? Encore une fois, en le transformant. Mais comment on peut le transformer? Certaines personnes vont avoir besoin de se faire aider, forcément. Accompagner, et il n'y a pas de problème. Enfin, c'est aussi bien de se faire aider. D'autres, au contraire, ça va être un changement radical. Voilà, de vie. Ce que ce dernier roman met en évidence aussi, c'est que attention, elle se relève, mais parce qu'elle décide aussi de laisser derrière elle beaucoup de choses. Oui. Et ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que la transformation, on ne peut pas se transformer en gardant la main sur la même rive. Oui, des renoncements nécessaires. C'est ça. Donc certains vont devoir faire des renoncements nécessaires aussi. Oui. Et oui, mais pour aussi, voilà. Oui. Mais pour trouver une forme de bonheur différent, alors sans pour autant chercher le bonheur à tout prix, parce que ça aussi c'est quand même un leurre de penser que la quête du bonheur, on nous vend ce bonheur à tout prix, mais en fait c'est un leurre complet. C'est un leurre, évidemment, puisque ce sont nos difficultés qui nous rendent aussi dans cette humanité. Et ça, c'est vraiment important, en fait. C'est-à-dire que c'est toutes ces difficultés qui font qu'on forme, qu'on change, qu'on réfléchit, qu'on veut. Et on veut autre chose. Enfin, on veut se transformer. On veut. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans notre parcours d'humain.
Et forcément, il y a des embûches, forcément, il y a des choses difficiles. Donc, quand tu parlais de souffrance tout à l'heure, peut-être que je le mets plus en avant dans mes livres, parce que il me semble, en tout cas en tant que psychologue, que ce que j'écris doit être proche d'une certaine réalité aussi. Et ça, c'est la réalité. Voilà, parce que je la vois dans mon travail. Et ça, c'est Il vraiment… ne faut pas en avoir peur en tous les cas. C'est un petit peu aussi ce qui ressort de ce roman. C'est oui, il y a de la souffrance, mais c'est une traversée, c'est un cheminement. Il y a aussi l'impermanence aussi. On ne reste pas que dans la souffrance. Il y a quand même Sophia, dans son livre, enfin dans son histoire, tout n'est pas fait que de souffrance. Hein. C'est loin d'être le cas dans ce livre. Hein. Ouais, tout à fait. Justement, elle va pouvoir remonter, elle va pouvoir oui. aussi… Alors, c'est aussi un livre sur la nature, c'est aussi un livre sur… elle va découvrir finalement que ces grandes marches dans la campagne lui font un bien fou. Et ce chien… Voilà. Alors, ce personnage qui va énormément l'aider quand même, hein, c'est un personnage clé. Alors, ce n'est pas un homme comme ça aurait pu être dans les 2 premiers romans, mais ça reste une âme. En fait, il y a une rencontre d'âme entre Sophia et Shaman qui est de l'ordre d'une rencontre qui aurait pu être écrite entre un homme et une femme. Mais cet animal va avoir un rôle clé dans ton livre. C'est Oui. le deuxième personnage. Hein. Oui, oui, c'est ça. C'est le deuxième personnage. Ça me semblait important de remettre la nature, l'animal au cœur. Alors, quand tu disais justement ce que tu confines, certains ont été confinés là dans des villes et rêvent de partir, on le sait. Oui. Je pense qu'il y aura des déménagements, il y aura des changements de vie. Parce que, en effet, dans ce chaos-là, de cette époque, on a un chaos total. On a un chaos, on l'entend. Même les informations, c'est du chaos en permanence. Dans ce chaos, il y a quelque chose qui reste très stable, c'est la nature qui nous entoure. Qui va de mieux en mieux d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais et l'animal, et le rapport qu'on a à cette terre, et le rapport qu'on a à l'animal, quel qu'il soit d'ailleurs, ça reste très stable dans tout ce brouhaha. Et c'est aussi pour ça que ça devient de plus en plus une source de ressourcement, parce qu'on entend plein d'informations et leur contraire, mais ça, c'est quelque chose qui reste stable. Voilà. L'arbre pousse, la fleur éclot, l'animal gambade. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment un univers qui reste très stable et porteur d'enseignement aussi. Porteur d'enseignement. Voilà, bah écoute, moi j'avais un petit peu balayé, je sais pas, Karine, je voudrais pas monopoliser la parole et je voudrais un petit peu laisser aussi la place aux personnes qui nous ont rejointes pour des questions. Alors, je ne sais pas si tu as des questions, sinon je continue. Pour l'instant, il y a une question. Ah, vas-y Karine. C'est bon. Est-ce de l'écriture automatique? Est-ce que c'est de l'écriture automatique? Je n'irai pas jusque-là, mais peut-être un entre-deux. Voilà, un entre-deux. C'est vrai que quand je me mets à écrire, ça se déroule avec une telle rapidité, une telle fluidité que ça pourrait faire penser à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Sabrina? Oui. Quelle est la part autobiographique quand même dans tes romans? Parce qu'il y a quand même énormément de toi dans ces romans. Alors, je ne sais pas dans le troisième, si, il y a quand même une part pour ce que j'en sais un petit peu, mais j'imagine que… Quelle est la part de ton histoire, en fait, dans ces romans? Le premier, je l'ai écrit parce que j'avais fait une rencontre extraordinaire. Que j'ai cherché longtemps avant de trouver finalement des réponses, qui étaient mes réponses. Ça aussi, je ne voulais pas en faire un dogme. Donc, il y avait une grande part de moi. Dans le deuxième, il est écrit à la première personne. Donc, il y a une grande part de moi.
avec ta photo. Alors, j'ai le poche, mais sur le grand format, c'est quand même, c'est ton visage qui est sur le. Visage, lorsque j'avais 18 ans. Ouais. Voilà. Donc, il y a en effet une grande part de moi. Et le deuxième, je l'ai vraiment écrit à la première personne aussi parce que là encore, je ne voulais pas. Ça me tient à cœur de dire au lecteur, je traverse aussi des choses, je m'interroge. Je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas le sachant. Épargné par le cheminement. Exactement. Oui. Tout mon travail, c'est peut-être de le transmettre dans un livre ou de le transmettre dans un cours, parce que je suis professeure de psychologie aussi, ou de le transmettre lors d'une consultation. Mais je ne veux absolument pas me placer comme la personne justement sachante, à qui vraiment, qui a une vie. D'ailleurs, c'est ce que je décris dans un développement très personnel, à un moment où elle sait très bien, en fait, que tous ceux qui l'entourent et qu'ils ont tous des vies incroyables, tous ces coachs de vie, tous ces, voilà. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est sur du papier glacé. Donc voilà. Et dans ce dernier roman, bien sûr qu'il y a une part de moi dans le rapport à l'animal, dans le rapport à la nature. Je dois dire aussi que ce dernier roman, il y a aussi toute cette partie spirituelle, on n'a pas beaucoup parlé. Oui, très importante quand même. Hein. Voilà, c'est dans les 3 romans, en fait, il y a 2 niveaux de lecture. Voilà. Il y a l'histoire et il y a un niveau presque symbolique. Que dans ce dernier roman, ils ont tous, alors on va parler après, elle va rencontrer un prêtre qui va lui parler de la spiritualité, des évangiles. Ils ont tous des prénoms bibliques. Et ce n'est pas un hasard. Non. Donc, il y a aussi cette autre lecture des évangiles, parce que tous les textes sacrés, en fait, disent la même chose. Sur justement ce cheminement intérieur, cette source, entre guillemets, divine. Et ce que j'explique aussi dans ce roman, au travers de ce roman, c'est que les évangiles, en réalité, il y a plusieurs façons de les lire. Il y a aussi, et c'est en fait un manuel. Hein. Les évangiles sont un manuel pour se reconnecter à soi. C'est assez, voilà, ce que je voulais mettre en avant aussi dans ce livre. D'accord. Très bien. Il y a une part de moi, oui, dans ce dernier roman, bien évidemment. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on se sent aussi imprégné, en fait, quand on lit ces livres, parce que, alors, je parle pour ma part, hein, je ne sais pas comment les autres lecteurs le prennent, mais quand je lis toutes les critiques qu'il peut y avoir sur tes romans, j'ai l'impression qu'on partage tous et toutes cette imprégnation. On se sent, on le vit dans nos cellules, en fait. C'est difficilement retranscrit. Enfin, c'est difficile à retranscrire, mais c'est exactement ce que l'on ressent quand on lit les livres, en fait. On a l'impression de s'approprier les histoires. Hein. Alors elles sont différentes. Hein. Comme on disait, hein, dans le premier, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est un amour passionné entre 2 âmes sœurs. C'est puissant. Voilà, on peut pas rester. On se dit, mais ça m'est arrivé. Il y a plein de. Tu as déjà entendu ça régulièrement de la part de tes lecteurs, mais ça nous est arrivé. On a rencontré, alors peut-être pas avec ces mots-là, peut-être pas la même histoire, mais on ressent cette puissance-là. Donc le développement très personnel, c'est encore un autre positionnement, peut-être plus en lien avec ce que tu disais, ce cheminement intérieur qu'on a à faire et qu'on est peut-être amené à faire en ce moment même, hein, et qu'on va être obligé peut-être de faire de plus en plus fréquemment dans les années qui vont venir, parce que on a cette crise, mais les effondrements, il ne va pas être que sur un plan sanitaire, il va être économique, et puis sans être c'est pas négatif, hein, au contraire, ça, de la même manière que Sophia, on va déboucher sur une autre vie. Enfin, moi, c'est ce que je souhaite, mais certainement, avec les années, oui. Après, voilà, forcément qu'il y aura des effondrements successifs, hein, qui entraîneront aussi des drames.
c'est important aussi comment dire, de pas. Alors, c'est pour ça aussi que l'idée, c'est pas de tout positiver, entre guillemets. Ça, je l'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'il y a un moment où moi, j'ai poussé un petit coup de violente. Parce que j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus de ces messages, oui, la Terre, ceci, voilà. Parce que derrière, il y a des drames. Il y a des drames humains aussi. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui… il faut du temps, en fait, pour se rendre compte du changement. On peut pas accélérer les étapes. Et il y aura des drames, il y en a déjà eu. Et il y en a eu beaucoup même. Et on ne peut pas non plus tout positiver et se dire, oui, c'est formidable. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple. D'une société à une autre, et forcément, encore une fois, il y aura du chaos. On est dans le chaos et il y en aura d'autres des chaos. Voilà. Mais oui, ça va nous amener à forcément une transformation, ça c'est sûr. Quels seraient les conseils que tu nous donnerais pour passer cette période et en faire une opportunité pour nous peut-être de grandir. On voit sur les réseaux beaucoup d'auteurs passer, tu as raison, il y a beaucoup de directs en ce moment. Yos Kotsou qui a interviewé Serge Marquis il y a 2-3 jours, qui parlait de cet ego. Hein. Ça ressort beaucoup, hein, la notion d'ego, et c'est plutôt bon signe parce que du coup, les gens commencent à comprendre aussi de la notion d'ego, en fait. Ça se démocratise, en fait. On en parle de plus en plus souvent. Oui, il y a l'ego, il y a cet ego, ce que j'appelle l'ego altruiste dans ce dernier roman, ou l'ego spirituel, voilà, parce qu'on a l'impression qu'on fait ça pour améliorer le monde, et finalement, on s'appuie l'ego. Donc, on se leurre. Voilà. Sans vouloir faire, je pense que c'est pas faire mal, mais quand on croit qu'on se rapproche du but, c'est là où on s'en éloigne, en fait. On croit et puis en fait, non, on s'éloigne. C'est l'ego qui reprend le dessus. Hein, c'est ça. Il est là en train de nous titiller, mais c'est intéressant. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de devenir son propre observateur. Et d'ailleurs, toute la question des évangiles est là. Hein, j'insiste là-dessus. C'est que quand je disais c'est un chemin, les évangiles pour. Alors, d'autres textes, hein, il n'y a pas de. Comment dire, je parle des évangiles dans ce livre. Peut-être que dans le prochain, je parlerai de la Torah, du Coran. Voilà, c'est pas du tout orienté. En réalité, quand on a une conscience qui nous observe, quand on arrive à dégager cette conscience qui nous observe, on se ment de moins en moins. Et du coup, on voit l'ego qui se gonfle, le dragon qui s'agite. L'inconfort de certaines situations. Voilà. Sauf que cet observateur extérieur nous permet de nous ajuster et nous permet de ne plus nous mentir. Là, tiens, là, tu t'agites, tiens, là, ça pique, tiens, là, ça fait mal, tiens, là, tu veux gonfler la voile. Et du coup, quand cet observateur, là, cette conscience, en fait, qui est à l'extérieur de nous, commence à nous observer, comme on ne se ment plus, on commence à être de plus en plus juste vis-à-vis de soi. On agit de moins en moins pour les mauvaises raisons, qui sont souvent des raisons égotiques. Voilà. Et ça, c'est assez… à mon sens, il est là le chemin. Alors, la première chose que tu disais, quel conseil, c'est de voir l'inconfort. D'en prendre vraiment toute la dimension de cet inconfort. Mais qu'est-ce qui me gêne finalement dans ce confinement? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Le faire aussi avec bienveillance. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on se transforme dans la bienveillance. On ne se transforme pas en se mettant des claques. Donc, de prendre aussi conscience du mal qu'on se fait. Qu'est-ce qu'on se fait comme mal? Les petites phrases assassines qu'on se dit, les choses qu'on s'oblige à faire. Voilà. Donc, si on arrive à prendre conscience de tout ça, on peut s'amener à transformer, mais dans la bienveillance, dans l'encouragement.
C'est OK si tu éprouves de la jalousie. C'est OK si tu éprouves de la tristesse. Allons le regarder comme on regarde un paysage. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà. En ce sens, je pense que certains thérapeutes peuvent jouer le rôle d'accoucheur, en fait. Et en ce sens, c'est quand même intéressant d'avoir parfois, quand on peut être accompagné, en tous les cas, de certaines personnes qui peuvent te faciliter en fait l'accouchement de toutes ces de tout ce qui te fait toi, de toutes ces émotions. Et peut-être qu'effectivement, dans le milieu alors, du développement personnel, c'est là où après, il faut peut-être en sortir quand on a réussi un petit peu à s'autonomiser, entre guillemets, peut-être pouvoir avoir les outils nécessaires, peut-être passer à un cap supérieur, enfin, pas supérieur, mais un autre cap, quoi. À mon sens, le rôle du psy, en tout cas, je parle moi, c'est d'amener la personne vers l'autonomie. Comment, finalement, en incarnant cette conscience extérieure qui regarde, pour qu'ensuite la personne puisse se l'approprier et devenir donc complètement autonome dans le fait de pouvoir, entre guillemets, s'auto-soigner. Parce que, évidemment, on va voir quelqu'un à un instant T, mais à un instant T plus 1, T plus 2, T plus 3, bah, il y a eu des événements de vie. Donc, l'idée, c'est de repartir avec une mallette à outils qui soit valable sur le long terme. Et à ce propos, le petit manuel de navigation de l'âme est un outil pour moi important et intéressant à utiliser. Hein. Je vous le remontre, mais je trouve qu'il est, enfin, en tous les cas, il aide énormément pour pouvoir nous-mêmes, si on ne peut pas aller voir de psy, on a des livres, et en ce sens, la bibliothérapie peut être utile, mais ce livre-là peut vraiment faciliter le travail personnel avec un carnet où on peut annoter un petit peu tous les jours. Hein. C'est ce que je crois que c'est Thierry Janssen qui conseille tous les soirs un petit peu de tenir un carnet et de revisiter un petit peu sa journée. Et donc, ce petit manuel, il a eu beaucoup de succès pour cela. Tu étais venu en conférence le présenter et il est utile pour un travail personnel, à mon sens. Ben, merci. Je pense que c'est pour ça, dans ce sens-là que tu l'as fait d'ailleurs. Oui, c'était pour transmettre en fait. Je pense que le maître mot pour moi, c'est transmettre. Oui. Et là, il s'agissait de transmettre une certaine pratique ou de donner des clés peut-être à d'autres thérapeutes, de pouvoir enrichir, comme moi, je peux m'enrichir d'autres livres. Ça, voilà, ça tourne, c'est tournant. Bon, Sabrina, je vais demander, Karine, est-ce que tu as des personnes qui sont là ou tu… Alors justement, j'allais couper juste pour te dire, enfin pour vous dire, il reste un petit quart d'heure. Oui. Pour l'instant, on a c'est pas une question, mais une précision de Véronique qui dit que oui, c'est exactement cela. Même impression que Valérie, c'est très puissant. C'est beau, ça donne de l'espoir. Voilà. C'est pas une question, mais c'est important de le dire. On a une question de Béatrice qui dit: j'ai entendu au début de votre présentation que vous avez travaillé à la télévision. Quel type d'émission? Pourquoi avoir quitté ce monde télévisuel? Est-ce parce que trop dans l'apparence superficielle et que vous aviez besoin d'autre chose? Ou est-ce un tournant de vie? J'ai choisi d'arrêter. Je faisais une émission qui s'appelait Toute une histoire avec Jean-Luc Delarue. C'était une quotidienne. Avant ça, j'avais fait d'autres émissions. Hein. Les médias, j'ai commencé, oui, j'avais 30 ans, donc j'ai fait d'autres émissions, voilà. Mais celle-là, en tout cas, j'ai choisi de l'arrêter après plusieurs années de tournage. Et si j'ai choisi de l'arrêter, c'était pour différentes raisons. C'était aussi pour pouvoir écrire le premier roman. Il y a une question que je pose dans le petit manuel de navigation pour l'âme. C'est une question que je pose souvent aussi aux personnes qui me consultent. Si vous restez 3 ans à vivre, que feriez-vous? Et pourquoi 3 ans? Parce que 3 mois, c'est trop court. Hein. On a juste le temps finalement de dire au revoir à ses proches. Mais 3 ans, c'est suffisamment long pour se demander ce qu'on a envie de laisser derrière soi.
Et à cette question, la réponse était sans appel, c'était écrire ce roman. Et pour écrire ce roman, il fallait que j'arrête. Voilà. Donc ça n'a pas été du tout. Alors, je dirais qu'en plus, je ne vivais pas la télévision. Peut-être, forcément qu'il y avait de l'ego, mais c'est vrai que je me regardais jamais. J'allais travailler, je transmettais ce que j'avais à transmettre. Je prenais pas vraiment conscience du fait de passer à la télévision. Alors, ça me le rappelait quand les gens m'arrêtaient dans la rue, parce qu'il y a eu un moment comme ça, comme si je passais beaucoup. Mais ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Je me disais finalement, c'est dérangeant. J'ai toujours considéré les médias comme un canal de transmission. Donc ensuite, à la radio, ça a été pareil. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup moins de médias et plus le temps passe, moins j'en ai envie. Voilà, j'ai refusé énormément d'émissions, de projets et durant ce confinement aussi. J'ai refusé beaucoup d'interventions parce que je trouvais que c'était un brouhaha, une cacophonie et que voilà, pour moi en tout cas, c'était difficile de participer à ça. Mais c'est vrai que le livre est un média libre. On écrit ce qu'on veut, on l'écrit comme on veut, on transmet ce qu'on veut, ce que l'on veut. Et j'ai bien vu d'ailleurs, le fait qu'il y ait le mot âme dans mes 3 premiers ouvrages a été un frein à beaucoup d'interviews. Voilà. Je le sais, parce que dès qu'il y avait le mot âme, il y avait un travail qui était fait par les attachés de presse, mais voilà, on me rapportait, écoute, non, parce que l'âme, ça dérange, c'est un peu étrange, on n'a pas envie. Donc, ça veut dire quand même aussi que sorti d'un certain milieu, d'un certain cocon, où la spiritualité est très présente, parfois même trop, parce qu'on oubliait finalement ce qu'est la véritable spiritualité, comme il me semble important de le rappeler, c'est-à-dire la véritable spiritualité, c'est pas forcément d'être avec des guides, des anges et autres. La véritable spiritualité, c'est de tendre la main à celui aussi qui est à côté de soi. Et de tendre la main à son voisin, de tendre la main dans un hôpital, de tendre la main comme on le peut. Donc, il y a éminemment plus de spiritualité pour moi aussi dans le faire, parce qu'on peut se perdre dans le dire. Voilà, bon, je ne sais plus ce que je disais, mais je ne sais pas si ça répond à la question. Mais en tout cas, c'est un média libre, le livre. Voilà. Et, Sabrina, à ce propos, moi j'ai une question qu'on me pose souvent. C'est très compliqué d'ailleurs de ma réponse parce qu'on me demande toujours par quel livre pourrais-je démarrer sur les 3, quel est le premier qu'il faudrait lire? Et ça, c'est toujours la question. C'est pas évident. Hein. Je dirais moi que le premier a été vraiment très. J'arrive jamais à trouver le mot parce que ça m'est tombé dessus. Et mais voilà. Donc toi, des 3, par exemple, on te dirait bon alors par lequel je devrais démarrer? Vers lequel irais-tu aujourd'hui? Quand je suis justement dans les salons, je pose toujours la question, je pose la question où les personnes parlent spontanément, Ouais. là où elles en sont. Ouais. C'est comme ça que j'oriente, en fait, un petit peu en disant, non, plutôt celui-là, plutôt celui-là. Ouais. Voilà. Alors, là, on parle que des 3 romans. Hein. Je mets le petit manuel de côté, sachant que le petit manuel, pour moi, est transversal, en fait. Hein. C'est plus un livre transversal, mais oui, donc en fait, l'idée, c'est quand même de poser un peu la question aux personnes pour savoir où elles en sont et ce qu'elles vivent, en fait. Oui, les personnes qui me disent, je vis un deuil, je les oriente plutôt vers le second, je suis dans une relation toxique ou je me suis séparée. Des personnes qui, en effet, ont fait une rencontre incroyable, je leur dis plutôt le premier. Des personnes qui sont en quête d'elles-mêmes, peut-être de transformation, justement. Un développement très personnel. Peut-être que finalement, au-delà de moi, dans mon inconscient, là, je parle même pas de quelque chose qui serait transmis, mais c'est comme si, en fait, à chaque fois, c'était un canal différent, mais pour initier une transformation. Cet livre est un canal différent, une porte d'entrée différente, en fait. Mais quelque part, il faut arriver à la même chose. Il faut arriver à la même chose, une certaine vérité de soi.
Quand on est dans la vérité de soi, on se trompe plus beaucoup, on se trompe, mais quand je dis on se trompe plus beaucoup, on continue à se tromper, mais on sait ce que ça va engendrer. On le fait quasiment en conscience. On s'amuse de soi. On peut même s'amuser de sa peine. On peut même s'amuser de sa souffrance, d'ailleurs. Oh, encore un petit coup. Nos émotions ne nous caractérisent pas, elles sont impermanentes elles aussi. Hein. C'est aussi ce qu'on essaye de comprendre au travers aussi de ces romans. Valérie, Karine, est-ce que tu avais une autre question Alors, il reste une question. Alors, Béatrice qui avait posé la question tout à l'heure précise, merci pour votre réponse très complète et je comprends bien votre cheminement. Découvrir avec plaisir vos ouvrages et d'accord pour le média libre que représente le livre. Merci. Et il y a une question de Véronique. Bonjour, qu'est-ce qui fait qu'après des années de questionnement, de thérapie, chaque fois que cela fut possible, qu'est-ce qui fait qu'on puisse encore être bloqué quelque part? C'est une question très intéressante. Alors, je vais répondre comme je le fais avec les étudiants. Je leur dis toujours à qui profite le crime. C'est-à-dire que quand on a un blocage, c'est-à-dire que les bénéfices secondaires du blocage sont plus importants que la résolution du blocage. Voilà. Donc, il faut aller chercher du côté des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que je veux me transformer, mais ça bloque, mais ça veut dire que finalement, dans cette situation de blocage, j'y trouve mon compte. Et en réalité, un travail qui est très important à faire, c'est de focaliser sur ce qui peut bloquer pour le rendre insupportable et donc enlever le bouchon, j'ai envie de dire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il faut toujours se poser la question des bénéfices secondaires. On a des bénéfices secondaires à être dans la victimisation, on a des bénéfices secondaires parfois à être dans la peine, on en a, voilà, c'est comme ça. Et c'est cela qu'il faut aller visiter. Merci. Donc, Véronique précise que ce sont les peurs et elle pose la question, faites-vous des formations? Si oui, avez-vous un calendrier? Alors, je ne fais pas de formation. Je continue à faire voilà, mes consultations, un peu de consultation. Je n'ai pas de formation en vue. Et normalement, je me déplace de librairie ou dans des salons pour pouvoir parler avec les lecteurs, parler avec les personnes. Et parfois lors de conférences aussi où je peux transmettre des choses. Mais je ne fais pas de formation. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant. En même temps, il ne reste que 5 petites minutes. Donc, je vous laisse, Sabrina, le mot de la fin. Juste, moi, je me permets de vous remercier de cet échange, de nous avoir accordé ce temps. Moi, personnellement, je n'ai pas encore lu vos livres, mais j'en ai tellement entendu parler que ça va arriver très, très vite. Et il y en a un qui t'attend, Karine. Oui, je sais bien, mais il m'attend. Le confinement, pour l'instant, on n'a pas fini de le lire. Mais voilà, il m'attend. Et d'ailleurs, un grand merci. Merci pour ce livre, merci pour ce moment partagé. Et merci pour vos écrits que je n'ai pas encore lus, mais on m'en a tellement parlé que j'ai hâte de les découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, pour cet échange qui permet aussi d'avoir des questions de lecteurs, de pouvoir échanger sur ce livre que j'aime beaucoup, ce dernier roman. J'espère qu'il pourra survivre à ce confinement. Je pense même que c'est un roman qui trouvera sa place après le confinement, encore plus que pendant le confinement. À ce titre, nous avons des piles entières à la librairie. Je pense que ce sera un gros coup de cœur que nous allons suivre une fois le confinement terminé. Et, donc voilà, si vous voulez nous retrouver à la librairie, tous les livres de Sabrina sont en stock. Merci beaucoup, Sabrina. J'aurais aimé vraiment te voir. Oui, moi aussi, mais je suis sûre que ça va être possible. Oui, j'espère vraiment que la Normandie est un endroit que tu apprécies, donc normalement, ça devrait être bon.
Merci à Karine, à toute l'équipe et je vous souhaite une belle semaine. Merci à toi, Valérie, et merci pour, voilà, pour cet échange, vraiment. Et puis, j'espère te retrouver aussi les lecteurs. J'ai tant de plaisir à chaque fois à serrer des mains, alors peut-être qu'on ne pourra pas serrer des mains comme avant. Ça reviendra bien de pouvoir échanger avec les personnes qui lisent. C'est toujours passionnant, donc ça me manque et j'ai hâte que ça puisse se refaire. Les retours sont très très bons. Ouais, ils sont super positifs. On a merci, ça donne envie de vous lire et de vous rencontrer. Je trouve ça très très sympa comme retour. Et j'aime beaucoup votre approche. On a l'impression d'entendre un peu Saint-Augustin quand il dit avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche. Et c'est un peu cette approche. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, à bientôt alors. À bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir Sabrina, au revoir Karine, au revoir Nicolas, au revoir Christelle, au revoir Mélanie. À bientôt. Je coupe la salle pour enclencher l'autre direct qui va suivre. Et voilà, les préludes Miosette, c'est bientôt fini. On a fait le lundi bonus. Et parce que déjà, on voulait avoir Sabrina Philippe. Et il y a encore des choses jusqu'à 21h. Donc voilà. Merci à vous. Je ferme cette salle et j'ouvre l'autre tout de suite. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut Valérie.